On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi, même quand on fait tout ce qu'il faut, on a cette impression que notre avenir nous échappe complètement? Eh bien, c'est parce qu'il y a une force, une sorte de machine invisible qui gouverne nos vies, qui tire les ficelles et qui, au fond, décide de tout. Cette machine, c'est elle qui décide s'il y aura du travail pour nous demain, ou si, au contraire, on va se retrouver sur le carreau, tout simplement. C'est elle aussi qui décide si l'argent qu'on a mis de côté, celui pour lequel on a tant travaillé, gardera sa valeur, ou s'il partira en fumée, comme ça, du jour au lendemain. Et c'est encore elle qui tient entre ses mains le rêve de beaucoup d'entre nous, celui de pouvoir acheter sa propre maison, de se bâtir un vrai futur, quelque chose de solide. Alors, la question à million, c'est celle-ci. Qui est vraiment aux commandes? Qui pilote cette machine qui a autant de pouvoir sur nos vies? Et la réponse, ce n'est pas la politique. Ce n'est pas non plus la chance. C'est l'économie. Mais attention, pas l'économie des livres, froide et pleine de chiffres. Non, on parle de l'économie comme l'étude brute, fondamentale, du comportement humain face à une seule chose, la survie. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de regarder le jeu. On va faire mieux. On va briser le code, comprendre ses règles cachées pour ne plus jamais être un simple pion sur l'échiquier. Pour commencer, il faut savoir que tout le système économique, absolument tout, repose sur deux piliers, deux règles sacrées, la rareté et le renoncement. La rareté, c'est vraiment le point de départ de tout. C'est une vérité un peu brutale, mais c'est ce qui donne de la valeur aux choses. Pourquoi l'or vaut-il si cher? Tout simplement parce qu'il est rare. C'est aussi simple que ça. Et voilà le conflit central, le cœur du problème. D'un côté, nos désirs, qui sont par nature infinis. Et de l'autre, les ressources de notre planète, qui sont, elles, bien finies. C'est de ce déséquilibre, de cette tension permanente, que naît toute la science économique. Et c'est là que ça devient hyper important de comprendre ça. Quand une banque centrale fait tourner la planche à billets et imprime des milliards, elle ne crée pas de la richesse. En fait, elle fait l'inverse. Elle détruit le principe même de rareté de la monnaie. Et ça mène inévitablement à sa perte. C'est le chemin tout tracé vers l'hyperinflation. Ok, passons maintenant au deuxième pilier. Pour bien le saisir, prenons une somme simple que tout le monde connaît, 1000 euros. La question est, quel est le vrai coût quand on décide de dépenser ces 1000 euros? La réponse, croyez-moi, n'est pas si évidente. C'est précisément ici que se fait la différence entre ceux qui subissent l'économie et ceux qui la maîtrisent. Les perdants, ils ne voient que l'objet qu'ils achètent. Les gagnants, eux, ils voient surtout ce que cet argent aurait pu devenir, tout le potentiel auquel ils renoncent. C'est ça le coût d'opportunité, le prix invisible caché derrière chacune de nos décisions. Bon, maintenant qu'on a les règles de base, voyons ce qui fait vraiment tourner la machine. Et ce moteur, c'est le comportement humain. Un comportement qui est, lui-même, guidé par deux grandes forces, les incitations et les idéologies. Il faut être lucide. L'économie, au fond, c'est l'étude de la carotte et du bâton. Si on veut prédire ce que les gens vont faire, il n'y a pas de secret. Il suffit de comprendre ce qui les motive vraiment, ce qui les pousse à agir. Et la mécanique est d'une logique implacable. C'est une chaîne de cause à effet. Le gouvernement change les règles du jeu, par exemple sur les impôts. Du coup, les incitations pour chacun d'entre nous changent. Et paf, le comportement de la masse devient soudainement prévisible. Pour celui qui sait lire les signes, bien sûr. Et ce comportement, il s'inscrit dans un grand débat entre deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, on a la fameuse main invisible d'Adam Smith, l'idée que la somme des intérêts égoïstes de chacun finit par créer le bien-être pour tous. Et de l'autre, on a l'État planificateur qui veut tout contrôler pour, soi-disant, éviter le chaos. Tout l'enjeu de l'économie moderne, c'est de naviguer entre ces deux extrêmes. Ce qui nous amène tout droit à la dernière partie, la plus cruciale et peut-être aussi la plus inquiétante, la fin inévitable du cycle économique, une machine alimentée par la dette. Rien ne monte au ciel éternellement, c'est une loi de la nature. Et l'économie non plus. Elle respire, elle suit des cycles qu'on peut anticiper. D'abord, l'expansion, où tout est facile grâce au crédit, puis la bulle, où tout semble trop beau pour être vrai, ensuite, le crash, brutal et violent, et enfin, la dépression, la phase de reset du système, souvent très douloureuse. Et le carburant de tous ces cycles, qu'est-ce que c'est? C'est la dette. C'est une idée folle quand on y pense. La dette, c'est comme faire un voyage dans le temps. On consomme aujourd'hui la richesse qu'on n'a pas encore créée. En gros, on vole notre propre futur pour vivre mieux au présent. Et le fait est là, implacable. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la plus grande bulle de dette de toute l'histoire de l'humanité. Comprendre ça, ce n'est pas être pessimiste ou devin, c'est juste savoir lire les chiffres. C'est la quasi-certitude mathématique qu'une tempête se prépare. Alors, la question finale, elle est simple.
Soit on décide d'apprendre les règles de ce jeu pour anticiper les coups à venir, soit on accepte de rester un pion qu'on déplace sur l'échiquier au gré de forces qu'on ne comprend même pas. Le choix nous appartient. Au final, le but de tout ça, ce n'est pas de devenir un voyant et de prédire l'avenir. Le but, c'est d'être préparé face à ce qui est inévitable. Et si cette analyse vous a ouvert les yeux, ne ratez surtout pas la prochaine. On verra ensemble très concrètement comment on peut protéger ce qu'on a de plus cher face à cette grande réinitialisation qui n'est plus une simple possibilité, mais bien une certitude.